Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. L'histoire de la civilisation humaine est l'exemple même de la grandeur de l'humain, de son attachement viscéral à la vie. Mais trop de fois, l'histoire nous a appris que l'homme est souvent égaré en chemin. Aussi romancée et grande que soit l'histoire de l'humanité, c'est sur le combat de la chair qu'elle se construit. D'un côté, les dominants et de l'autre, les dominés, dans le feu de la possibilité et dans le cœur de la cible, livrant bataille au nom de la sacralité humaine et du droit à la vie. C'est dans cette idée du dominé et du dominant que depuis des siècles l'Afrique se bat sans relâche, les cœurs des Africains ayant décidé à écrire leur histoire en lettres d'or dans leur existence, la liberté. C'est sur ces formes du dominé et du dominant qu'a subi notre continent que nous allons nous pencher ce soir. En effet, durant près de 13 siècles, quelques millions de citoyens africains ont été déportés de force vers d'autres continents pour servir de main-d'œuvre gratuite. Cette seule réalité de la déportation forcée suffit pour décrire l'horreur de cette période. Et comme la domination ne se contente pas de faire simple, il aura fallu accompagner ce servage des pires exactions à l'encontre de l'humanité. Humiliation, torture physique et morale, dénigrement, aucune langue n'est assez riche pour être fidèle à cette sinistre histoire de la traite transatlantique et du colonialisme. Seuls les champs de travail des esclaves afrodescendants des plantations de coton peuvent peut-être traduire la dure réalité de la vie quotidienne, allant jusqu'à invoquer le diable tant la terre des humains, terre sainte de Dieu, n'est pas assez grande pour les damnés de la terre. Et comme vous le savez, quand l'histoire n'est pas apaisée, elle est condamnée à se répéter sans fin et dans le même but. Aujourd'hui, au XXIe siècle, et même après le passage du siècle des Lumières, les ombres ne veulent pas se décimer. L'Afrique veut obtenir réparation, surtout que l'Occident se veut toujours le maître et perpétue ses exactions sous des appellations nouvelles. Et pour tenter d'apporter des pistes de réflexion sur ce thème qui déchaîne bien des passions, j'aurai le plaisir d'être accompagné sur ce plateau de Sami Kadi, journaliste dans la rédaction d'Al Moudjahid. Bonsoir Sami. Bonsoir Tinhinan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci. Et de Gamel Abina, observateur des questions internationales, qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Gamel. Bonsoir Tina, merci pour l'invitation à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche qui nous reçoit depuis la Suisse. Bonsoir Riyad, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. Très bien, messieurs, avant d'entamer cette émission, il me semble bien qu'un point pédagogique s'impose. Dans Cap sur l'Afrique, on aime les points pédagogiques et je commence avec vous, Gamel Abina. Quand on parle de réparation, de quoi on parle exactement ? Alors, il y a plusieurs aspects par rapport à la réparation. Ça commence d'abord, pour revenir rapidement sur les points d'histoire, ça commence par la chute de Grenade dans l'Espagne andalouse et la même année, en 1492, la découverte des Amériques, donc les premiers massacres de l'Europe, qu'on appelle l'Europe des navigateurs, ces fameuses thalassocraties que sont la France, le Portugal, évidemment, l'Angleterre et l'Espagne. Et donc, cet Occident va s'épandre dans le monde, se répandre, d'abord en Amérique du Sud, puis ensuite en Afrique en passant par le Maroc, et va commencer à conceptualiser l'idée de l'esclavage racialisé. Alors, on dit toujours que les Arabes ou d'autres peuples ont pratiqué l'esclavage, mais jamais au nom d'un concept raciste, à savoir quand on est noir, on est esclave. Ça, c'est une conception raciste occidentale qui a conduit effectivement, et vous l'avez dit dans votre introduction, à la traite transatlantique, traite négrière. Pourquoi négrière ? Parce que on voulait absolument faire de noirs, de père en fils, des esclaves pour des raisons qui sont racistes, comme je viens de le dire. Et cette fameuse traite transatlantique avait été précédée d'abord par une autre réduction de l'esclavage qui était les Indiens d'Amérique qui ne tenaient pas sur les champs de coton, qui ne tenaient pas les cadences infernales posées, et ils ont préféré piocher d'abord en Afrique du Nord, au Maroc, mais très rapidement les révoltes se sont faites parce que le peuple marocain, qui fait partie de la civilisation arabo-musulmane, ne s'est pas laissé faire, et ils ont poursuivi leur tentative de réduction de l'esclavage sur les subsahariens. Et ça a malheureusement, beaucoup musulmans d'ailleurs, fonctionné. Donc l'idée de la réparation, elle participe de plusieurs éléments. Les massacres de masse perpétrés et les génocides en Amérique, les massacres de masse qui ont été faits évidemment dans la conquête, la contre-conquête arabe qui a été faite par les Isabelle les catholiques et tous ces groupements racistes par rapport aux Arabes et aux Juifs, il ne faut pas l'oublier qu'ils étaient aussi dedans, et puis les massacres de cette fameuse traite transatlantique qui tuait, il faut se rappeler, c'est important de connaître les données spécifiques et chiffrées, 90% de ce qu'on appelait les cargaisons, les marchandises. Donc des êtres humains qu'on avait réduits à l'état de choses, la chosification, la réification de l'être humain à l'état d'objet,
qu'on transportait dans des conditions infamantes, dans des cales de navires, et 90% de ces malheureux étaient jetés par-dessus bord parce qu'ils étaient morts par rapport à ce voyage qui était très long, c'était des semaines et des semaines. Donc tout cela pour dire réparation sur les crimes atroces commis par l'Occident quand il sort de ses frontières, quand il finit par se répandre dans le reste du monde et qu'il massacre systématiquement les populations et en réduit d'autres à l'esclavage. C'est les premières réparations qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites évidemment. Puis après, le second crime qui a suivi cet esclavage, ça a été les colonisations. Donc on allait directement sur le territoire pour voler les richesses sur place et réduire toujours les mêmes populations africaines, cette fois-ci du nord au sud, à l'esclavage alentour. Très bien, on va revenir sur 2 points tout à l'heure, je pense. Il me semble que c'est les génocides des Amérindiens et l'épuration ethnique qu'ont subi les Amérindiens en Nord-Amérique. Je viens vers vous, Riyad Sidaoui, si vous le permettez. Gamel vient de nous dire que l'être humain a été transformé en objet. Est-ce que finalement, c'est cette transformation, cette déshumanisation des Africains qui a conduit à ce commerce triangulaire? Expliquez-nous, c'est quoi le commerce triangulaire? Tout d'abord, l'Afrique, c'est la révolution. C'est la révolution. Pourquoi il y a une révolution? Parce qu'il y a eu la souffrance. L'Arab Bibi, de la veille du 1er novembre 1954, il a dit « Jetez la révolution dans la rue, le peuple ne s'en pas. » Pourquoi? Parce que les conditions étaient prêtes. Parce qu'il y avait les génocides. Il y avait mai 1945. Derrière moi, cette bibliothèque, c'est sur la révolution algérienne, où j'ai fréquenté Ahmed Ben Bella, le premier président algérien ici à Genève, Bachir Boumaza, le chef du Sénat aussi ici à Genève, et d'autres révolutionnaires algériens. Ils m'ont beaucoup parlé de la révolution algérienne, à part mes lectures. Donc, l'Afrique, c'est l'exploitation, c'est l'esclavage américain vis-à-vis des Africains, et jusqu'au nos jours. Les Afro-Américains souffrent du racisme et de la marginalisation économique et sociale, mais l'Afrique aussi a donné l'exemple de la lutte contre l'impérialisme. Au début, c'est la colonisation, puis c'est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme, disait un jour Lénine, je pense, Lénine, oui. Donc l'Afrique aussi a donné l'espoir. L'Afrique, c'est Patrice Lumumba. L'Afrique, on a dit Ahmed Ben Bella. L'Afrique, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a été formé. L'Afrique aussi, c'est Alger. L'Algérie qui est devenue la Mecque des républiques. Très bien, Riyad. Mais est-ce qu'on peut, au-delà de la, justement, on va revenir sur ce point qui est très important, justement, parce qu'on a tendance à croire que pendant tous ces siècles, l'Afrique ne s'est pas défendue, l'Afrique s'est laissée faire. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ce point historique, sur ce commerce, justement? Est-ce que c'est là, justement, l'apogée de la domination qui s'est transformée ensuite en domination coloniale? Oui, absolument, absolument. C'est juste parce que il n'y a pas eu un État africain, parce que la société africaine est restée tribale, donc ils n'ont pas fondé l'État-nation, ils n'ont pas cherché ailleurs aussi de coloniser ou aller ailleurs comme l'homme blanc. Donc c'était un paroi facile pour le capitalisme sauvage naissant afin de rendre ces Africains des esclaves. Et l'exploitation des matières premières et la façon de traiter les génocides, ainsi de suite, tout ça a eu lieu, mais il y a eu aussi, comme je l'ai dit, l'espoir, le réveil de l'Afrique, la révolution de l'Afrique. N'oublions pas, toujours, oppression, ça conduit à une révolution, à une contre-attaque et à un réveil révolutionnaire. Très bien, merci Riyad. Je viens vers vous, Samy. Riyad vient de nous dire que l'Afrique est restée quand même une société tribale. Mais on sait que durant cette période, les historiens l'ont démontré, Cheikh Anta Diop notamment l'a démontré, il y a eu des empires, il y a eu certes pas dans le modèle occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de construction d'une société et la domination n'avait absolument pas droit d'être dans cette époque de l'histoire, surtout que l'argument a été justement le fait que l'Afrique n'était pas sur le modèle de société occidentale? Ah oui, il y avait l'Empire du Mali qui s'étendait et qui était très prospère, il faut le souligner aujourd'hui, très prospère tant sur le plan économique mais aussi politique, avec une charte politique, celle de Mandé, qui était une constitution, et des institutions également. Donc effectivement, cela démontre aussi le mensonge de la propagande occidentale qui aussi tient à mettre les peuples africains comme des peuples non dotés de raison, non dotés d'institutions et donc colonisables par extension, si j'ose dire.
Très bien, je reviens vers vous, Gamel Abina. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, à la lumière de ce que vient de nous dire Samy, est-ce que ces faits, finalement, le fait de l'esclavagisme et le fait de la colonisation ne cachent pas des réalités politiques et économiques? Vous savez, quand on sait que les premières cités-États ont été inventées au Moyen-Orient, il faut être très précis, en Mésopotamie, le pays de l'entre-deux-fleuves, et qu'on sait que ces cités-États battaient aux monnaies, faisaient de la culture, de l'agriculture, avaient un État centralisé, pas jacobin, c'est vrai, mais un État centralisé structuré avec des armées levées. Quand on sait que ces États ont existé et préexisté longtemps avant, évidemment, l'avènement de l'Occident, quand on sait que l'Égypte, qui est multimillénaire, a existé avec un État pareil, centralisé, très puissant, quand on sait effectivement, ça vient d'être dit, je remercie d'ailleurs le fameux État malien qui était un royaume et qui était puissant aussi, quand on sait la reine de Saba, qui était africaine aussi, n'oublions pas, la Haute-Égypte avec ses 360 pyramides. Quand on le royaume d'Ogon, le royaume des Dahomey, il existe énormément. Il y a eu des cultures et des civilisations de cette période. Les musées, par exemple, les musées occidentaux, que j'appelle les musées africains parce qu'ils nous appartiennent, ces vestiges, sont remplis d'objets et de reliques de cette période. Là est l'ultime preuve, par exemple. Par exemple, on nous parle beaucoup de ces fameuses statues d'ébène en bois, mais pas que le bois. Le bronze était maîtrisé en Afrique. Ils maîtrisaient le métal, évidemment, la métallurgie. Mais ce qui s'est passé, c'est que, j'ai envie de dire, l'aubaine qu'a obtenu l'Occident, cette occasion qui s'est caractérisée, c'est par le pillage de l'Amérique du Sud, qui a été une base arrière, qui a permis de lever des quantités d'or faramineuses pour conquérir l'Afrique. C'est pas parce qu'ils étaient plus civilisés ou plus cultivés ou plus malins. Ça n'a rien à voir. C'est qu'ils ont bénéficié de deux choses. À la fois de l'or sud-américain, donc ça a permis de payer des gens, des mercenaires pour faire la guerre, et l'autre aspect, c'est qu'ils ont bénéficié effectivement de la culture asiatique des explosifs, donc de la possibilité d'avoir des fusils de tuer à distance. Donc l'Afrique avait aussi des fusils, on se souvient qu'en Somalie ou surtout au Soudan, ils maîtrisaient les armes à feu, mais la différence, c'est qu'il y avait un sens de l'honneur qui existe en Afrique, un homme contre un homme, que l'Occident ne méprisait littéralement et ne respectait pas. Donc il y a un rapport de guerre asymétrique, encore une fois, qui avait commencé à ce moment-là, et surtout un rapport de non-respect de l'homme et des règles de conduite à la guerre. Ça a apporté effectivement un avantage considérable sur le plan stratégique de l'Occident. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que de faire croire que les sociétés africaines étaient primitives, parce que c'est l'idée sous-jacente, alors qu'ils ont pillé effectivement, on prend l'exemple de la France, 70 000 œuvres d'art africaines ont été pillées, ils en ont rendu une trentaine. Vous imaginez un peu la honte, et encore rendu sous forme locative. Eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que les civilisations qui sont nées en Afrique, qui sont nées au Moyen-Orient et en Asie, et aussi en Amérique du Sud, on oublie malheureusement cette Amérique du Sud qui était ravagée, eh bien, à l'époque, c'était des civilisations, en Europe, c'était des barbares. Ils se mangeaient entre eux. Je rappelle souvent que les Germains étaient anthropophages. Mais pour emmener des populations entières à croire qu'ils sont dominants, supérieurs, des races supérieures, des termes qui étaient consacrés à l'époque, eh bien, on a réduit la qualité de ces peuples et civilisations qui étaient millénaires. La seule différence entre le Nord et le Sud, c'est qu'il y avait des codes de l'honneur qui étaient toujours actifs en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui n'existaient pas en Occident. L'Occident, ils se sont dit, on va taper sur les populations, on va tuer pour les démoraliser. Voilà les méthodes de guerre employées par ces gens, et c'est la raison pour laquelle ils ont remporté la victoire. C'est parce qu'ils n'ont pas d'honneur, tout simplement. Je répète systématiquement que l'honneur est quelque chose qui est complètement absent des codes de guerre occidentaux. Il n'y a qu'à voir Napoléon, quand il fait la guerre en Europe, il massacre tout le monde. Ça vous dit un petit peu l'idéologie, et c'est vrai que l'Afrique était civilisée déjà depuis très longtemps, mais que malheureusement, elle n'a pas bénéficié effectivement de ces armées suréquipées et surtout surpayées par l'or volé en Amérique du Sud pour pouvoir conquérir. Donc ça a beaucoup aidé les Occidentaux. L'autre aspect, c'est le fait de lever des armées. L'Occident, avec la centralisation des pouvoirs, a levé chez les paysans des armées avec comme les croisades, par exemple, on leur met une petite croix pour partir soi-disant sauver Jésus. Mais en réalité, c'était juste pour piller le Moyen-Orient. Tout cela pour dire que l'Afrique a été pillée parce que malheureusement, elle avait des principes que l'Occident n'avait plus depuis très longtemps. Je pense que même aujourd'hui, l'Afrique a des principes que l'Occident n'a plus depuis très longtemps. Je reviens vers vous, Monsieur Sidawi. À la lumière de ce que vient de nous dire Gamel, et nous venons de voir à l'instant défiler les images du massacre qui s'est déroulé sous la colonisation belge au Congo, ou encore l'apartheid dont a été victime les Sud-Africains avec Nelson Mandela, qui fait un coucou de sa petite prison. Et aujourd'hui, les images qui nous arrivent depuis la Palestine, des images d'horreur, des images qui reflètent l'horreur de la colonisation. Est-ce que finalement, de l'esclavagisme à la colonisation, les acteurs sont toujours les mêmes et avec toujours les mêmes méthodes et refusent, comme dit Gamel, massacrent tout sur leur passage sous prétexte d'être supérieurs au reste de l'humanité? Évidemment, ils sont toujours les mêmes, sauf actuellement, ils sont avec des boutons. Ils appuient sur des boutons et ils massacrent des dizaines et dizaines de milliers
par leur technologie sophistiquée, par leurs chasseurs bombardiers sophistiqués, par leurs B-52, etc. Mais permettez-moi aussi de rectifier, comme je vous ai dit, une société tribale, ça ne veut pas dire une société arriérée, hein, parce que l'Empire omeyyade, à titre d'exemple, florissant, c'était aussi une société, sa composition sociologique, c'était une société tribale, la même chose, l'Empire abbasside. Donc, dire société tribale, ça ne rabaisse pas, c'est l'État-nation, en fait, à l'occidental, qui est devenu un État de domination, un État de génocide, un État d'extermination des populations entières. Vous avez cité plusieurs exemples, mais aussi il y a le fameux exemple des événements de 1945 à Guelma, Kharat, Stif, en Algérie. Le colonisateur français a tué plus que 45 000 Algériens dans une journée, hein, qui sont des civils, qui sont des armés, mais il les a massacrés. D'où le déclenchement de la révolution algérienne 9 ans plus tard. Donc, l'Algérie a connu aussi des massacres et des exterminations des tribus entières. Quand les tribus, quand on fait la guerre contre la France, rappelons-le, la révolution de Bouhamama ou le Sidi Chir, l'Amir Abdelkader el-Jazairi aussi. Donc, c'est pas nouveau, c'est la façon qui change, c'est la façon qui change. Aujourd'hui, ils ont des médias. Elle parlait de démocratie, mais quelle démocratie, quelle liberté d'expression. On a toujours le fameux exemple français actuellement, la France censure des sites Internet, y compris en langue arabe. Alors, peut-être les Spoutnik dans toutes les langues, ou l'RT France, Russia Today, même Rossilium en langue arabe, tout est censuré en France. Plus que ils ont fermé le siège de la chaîne RT France, mes amis, plus que 220 journalistes français qui ont été mis au chômage, parce qu'il y a cet état policier. Donc, il y a toujours cette différence entre la vitrine, j'appelle ça leur vitrine de commerce, et la réalité sociologique. La réalité sociologique, c'est une série de génocides, c'est une série de massacres. On ne peut pas oublier ce que ont fait les Français ou les Anglais dans le continent africain et ailleurs d'ailleurs, et en Asie aussi. Quand on voit les bombardiers américains qui bombardent les Vietnamiens avec le napalm. Heureusement, on a les vidéos. Ce qui se passe aujourd'hui, peut-être à la différence du 19e ou 18e siècle, c'est que grâce à la révolution technologique, grâce à Internet surtout, on a l'accès aux images, on a l'accès aux vidéos, on a l'accès à l'information. C'est pas comme le 19e ou 18e siècle. Très bien. Je reviens vers vous, Samy, si vous le permettez également. Aujourd'hui, Riyad vient de nous dire que c'est exactement les mêmes méthodes. Et il a fait un parallèle qui est intéressant, c'est la guerre de l'image. On va revenir à la propagande de Hollywood qui a tenté quand même d'adoucir l'image des colons, l'image des planteurs, l'image de ce qui est appelé finalement les colons, si on revient à l'épuration ethnique des Amérindiens, par des films, par exemple, comme Autant on emporte le vent, où on finit par presque avoir un peu pitié de Scarlett qui se retrouve sans ses esclaves, c'est elle qui doit travailler. Est-ce que ce genre de films aussi ont participé à la bestialisation, et j'emprunte ce mot à Che Guevara quand il parlait de ce que faisaient les États-Unis dans les États-Unis et les autres pays occidentaux, à la bestialisation des Africains qui ont été déportés et à adoucir l'image du colon, parce que même si l'esclavage a été aboli, les afro-descendants aujourd'hui ne jouissent pas des mêmes droits que le reste des Américains blancs. Les Espagnols aussi, les Hispaniques aussi qui viennent d'Amérique latine ne jouissent pas des mêmes droits. Est-ce que ce racisme-là est mis en place volontairement? Alors tout à fait, j'ai envie de répondre à cette question en affirmant clairement que la propagande passe par plusieurs canaux. Le premier, c'est les films, la musique, mais aussi le cinéma de façon plus générale, et également l'information de façon plus globale, c'est-à-dire voilà, le fameux journal télévisé, etc. Et chaque pan de la propagande joue un rôle, et le cinéma a un rôle un peu plus, on va dire, pernicieux, dans la mesure où il joue sur le long terme, c'est-à-dire donner
un blanc-seing à cette opération d'extermination, de colonisation, parce qu'au final aussi, le projet qui était en Amérique du Nord, c'était de réduire tout un peuple en esclavage et de lui ôter ce qui est la chose la plus sacrée, c'est-à-dire son humanité. Et vous l'avez bien cité en parlant de déshumanisation. J'ai envie de dire aussi que ce process continue aujourd'hui. Hein. Il suffit juste de voir au cinéma ces fameux films du Far West, etc., où les Amérindiens étaient dépeints comme des méchants, comme des gens à abattre, comme limite dans un incroyable procédé d'inversion accusatoire. Ils étaient présentés comme les colons et le gentil petit blanc était juste un justicier. Défendait sa terre comme aujourd'hui l'entité sioniste a le droit de défendre une terre qui ne lui appartient pas au final. C'est le même procédé. Justement, aujourd'hui, on observe, et c'est calqué, hein, le strict, c'est le même scénario. Et ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, la bestialisation accompagne aussi une déshumanisation qui a un objectif, c'est de justifier le génocide, c'est-à-dire l'extermination de tout un peuple. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Palestine. Vous savez, quand plus de 35 000 tonnes d'explosifs ont été larguées sur Gaza occupée. Vous savez ce que c'est? C'est l'équivalent de 3 bombes nucléaires qui ont été larguées sur le Japon après, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'il y a un continuum et c'est encore une fois les mêmes acteurs qui sont aux commandes. Très bien. Gamel Abina, vous avez commencé à nous parler tout à l'heure du génocide des Amérindiens. J'aimerais y revenir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le génocide des Amérindiens et cette épuration ethnique, on n'en parle quasiment pas, alors qu'on peut dire que c'est là où l'histoire de la colonisation aussi et des génocides modernes a commencé? Vous savez comment ça a commencé? Je vais faire l'histoire très rapidement parce que c'est un peu long. Un point historique nous intéresse toujours. Voilà, donc ça a commencé par l'idée que quand ils vont en Amérique du Sud, ils disent, c'est pas l'Amérique du Sud, ça commence d'abord par des îles. Hein, quand ils découvrent, on découvre une île, ils découvrent pas l'Amérique, et ils voient des hommes qui l'accueillent avec des fleurs, avec des fruits. Et ils considèrent au départ, ils arrivent avec leur casque doré, des conquistadors, ils considèrent que ces gens-là sont pas tout à fait des hommes, trop pacifiques, pas assez agressifs, et ils cherchent à les convaincre, à les convertir au catholicisme. Ce sont les catholiques qui commencent d'abord la lecture raciste du monde. Et donc, ils tentent de le faire, ils commencent à en convertir quelques-uns, qui sont très, très accueillants, et puis rapidement, ils les tuent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils les réduisent à l'esclavage. Et en Espagne, il y a une controverse qu'on appelle la controverse de Valladolid, qui va durer un peu plus d'1 an, où les ecclésiastiques de l'Église chrétienne catholique se demandent si ces êtres humains qui veulent adhérer, donc disons qu'ils deviennent chrétiens au christianisme, méritent de le devenir parce qu'ils sont êtres humains ou pas. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce sont des animaux ou des êtres humains. Et ça dure 1 an, ce débat, et je crois que c'est tranché par une voix, où ils finissent par dire, après un massacre qui dure 1 an, je précise la durée, c'est comme le mai 45, ça dure 2 mois, ça dure pas une journée, hein, c'est important de le rappeler, cette barbarie dure très longtemps. Eh bien, ils finissent par dire, oui, c'est les êtres humains, et ils les exterminent pas tous, mais quasiment tous, hein, donc ça va très très loin, c'est une barbarie sans limite, et c'est vrai que ces crimes qui ont été perpétrés, il faut attendre très longtemps, on parlait de propagande dans le cinéma américain, pour voir le premier film qui commence à dire, de façon un petit peu molle, mais tout de même, c'est un film avec Dustin Hoffman, Little Big Man, qui disent que finalement, les Européens ont été des barbares. C'est le premier film qui le fait. Après, il y en a quelques-uns qui arrivent derrière, mais c'est dans les années 70 qu'on voit enfin un film où effectivement ces Amérindiens sont considérés à nouveau comme des hommes et des victimes de la barbarie coloniale. Parce qu'on parle de colonialisme. L'Amérique est une colonisation de l'Europe, hein, je ne peux jamais oublier. Et bien l'idée sous-jacente, c'est de dire que ces êtres humains ne sont pas des êtres humains, donc on peut les tuer parce que les animaux n'ont pas de droit. Le droit animal arrive très tard au milieu du XXe siècle. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le traitement qu'on a infligé aux Indiens, au motif qu'ils se défendaient, c'est ce qu'on voit dans les films, effectivement, on voit ces cow-boys gentils qui font des rotondes, et puis les méchants Indiens à plumes qui vont les massacrer. Mais c'est pas ce qui se passe. Ils vont les tuer par tout un tas de méthodes, ils vont les tuer par balles d'abord, par des fusils, ils vont les tuer en les contaminant par des maladies occidentales, ils vont les tuer en les empoisonnant. C'est vraiment une méthode dont le but est d'exterminer ces populations. Je ne vais pas parler de différentes tribus qui ont existé, mais c'est des millions de personnes, on estime à peu près à 100 millions de personnes indiennes et amérindiennes qui ont été exterminées du nord au sud. Et qui le fait? C'est trois nations les plus connues, c'est l'Angleterre, la France, le Portugal, un peu moins, mais surtout l'Espagne. Donc toutes ces 3 nations criminelles s'autorisent à faire ça, le feront ensuite en Afrique, et c'est toujours sa partie du même principe. Est-ce que ces gens sont humains ou pas? Eh bien, quand on veut avoir des esclaves, il faut dire que cet homme n'est plus un être humain. C'est pour ça que je fais une différence entre l'esclavage généralisé du reste du monde, qui n'était pas racialisé. J'en veux pour preuve que, par exemple, les barbaresques en Afrique du Nord,
Ce sont des Blancs qui sont en Algérie. C'est des Blancs qui sont réduits à l'esclavage, mais ils ne sont pas esclaves à vie. Ils peuvent s'émanciper. Alors que dans la logique racialiste, l'esclave est esclave de mère en fils, de père en fils, de la naissance à la mort, et il n'y a aucune chance d'émancipation. Et c'est ce qui fait qu'ils ont créé des objets pour garantir les champs d'abord de sucre, c'est des champs sucriers, puis ensuite les champs effectivement de coton, et puis après tout un tas de cultures vivrières qui sont destinées à faire de ces hommes des machines à qui on donne à peine de quoi se nourrir, mais qui permettent de s'enrichir. Et ce qui va stopper cette barbarie, c'est pas la gentillesse de l'occidental, ils n'ont jamais de gentillesse, ils ne donnent jamais rien. C'est parce que la mécanisation arrive et que finalement les machines sont plus intéressantes que les hommes. C'est uniquement ça qui va arrêter l'esclavage. Non, et des luttes évidemment, mais pas seulement les luttes. Le fait qu'à ce moment-là, eh bien, le nord de l'Amérique se mécanise et dit on n'a plus besoin d'esclaves. Très bien, mesdames et messieurs, on se retrouve dans un petit instant pour la deuxième partie de notre émission. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Cap sur l'Afrique et je reviens vers vous, Samy, à la lumière de ce que vient de nous dire Gamel Riyad Sidawi nous a ouvert une brèche qui est très intéressante sur justement la guerre de l'image et des mots. On parle souvent d'architecture coloniale. Est-ce que finalement même cette architecture coloniale n'est pas qui est voulu comme un vestige, n'est pas l'image même de ce qui est une société de domination et une société de déshumanisation et une société, finalement, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de la vie du quotidien du colon qui est régi autour de cet aspect de la politique ou de l'impérialisme, où on peut y mettre plusieurs noms selon les époques et les pays? Alors on peut dire qu'elle est idéologique tout d'abord. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est, je ne pense pas que c'est un vestige, mais je pense que c'est un peu le mode d'emploi du colon. Et hier, comme nous l'avait bien expliqué M. Abina, c'est au nom du christianisme, du catholicisme, que ces campagnes d'extermination des peuples qui sont considérés comme étant des inférieurs a été fait. Aujourd'hui, par exemple, en Palestine occupée, on peut voir que c'est au nom d'une autre idéologie qui est un suprémacisme théocratico-racialiste que ce processus est fait avec, on peut dire aussi, c'est un process qui est teinté de messianisme et c'est toujours à peu près la même rengaine, si j'ose dire. C'est-à-dire que je fais partie du peuple dit supérieur et l'autre est un inférieur que l'on doit châtier, exterminer et au passage voler sa terre et ses biens. Très bien. Riyad Sidawi, comme vous avez ouvert cette brèche, j'ai une question sur ce point justement. Il y a quelques années, on se souvient tous des images aberrantes qui sont arrivées de la prison irakienne d'Abu Ghraib, où les soldats américains se prenaient en photo avec des soldats dénudés, déshumanisés et dans des conditions complètement déplorables. On retrouve les mêmes images quant à la période de l'esclavagisme. Et on retrouve aussi des citoyens africains qui se sont retrouvés dans des foires en Occident. Et aujourd'hui, c'est les Palestiniens aussi, les Sahraouis, qui sont dans cette image d'infériorité par rapport à un dominant. Est-ce que la domination a toujours été la même? Oui, évidemment, mais maintenant c'est plus sophistiqué, comme j'ai dit, avec du cinéma, avec des maisons d'édition aussi. En fait, moi je pense, j'appelle toujours mes amis arabes, berbères, etc., d'exercer ce que j'appelle l'occidentalisme. Ici, ils ont l'orientalisme, ça veut dire connaître les sociétés arabes ou sociétés orientales en général. Moi aussi, j'appelle à l'occidentalisme, ça veut dire connaître l'Occident, c'est vrai, et j'ai un concept clé qui pourrait nous expliquer en fait qui gouverne, qui gère, qui manipule, sont les oligarchies. Les oligarchies, je reprends la typologie de Platon, le philosophe grec, qui distingue entre la monarchie, mono, c'est le pouvoir de l'individu, en fait c'est la monarchie, le roi, puis l'oligarchie, le pouvoir de la minorité, puis la démocratie, le pouvoir de la majorité. La démocratie, c'est un rêve, c'est une illusion, c'est un mirage, parce que ce sont les oligarchies qui règnent en Occident, les oligarchies qui ont causé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plus que 60 millions, et qui sont prêtes à brûler la planète entière juste afin de sauvegarder leurs intérêts. Les oligarchies en Occident ont réussi à construire des élites politiques qui travaillent en leur faveur.
des chefs de partis politiques qui travaillent en leur faveur. Finalement, ce ne sont que des fonctionnaires, des chefs d'État et des chefs de gouvernement et des ministres, et des partis politiques qui ne sont que des fonctionnaires en solde et en faveur de cette oligarchie. On ne parle pas des médias. Hein. Les médias, c'est une domination totale. C'est un contrôle total. Je donne toujours le fameux exemple. En France, le quotidien Le Figaro est possédé par la famille Dassault, la même famille Dassault qui a les usines et les fabriques d'armes, surtout les chasseurs Rafale. Riyad, je vais vous arrêter pour un point, s'il vous plaît. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, en Occident, ce sont les multinationales qui se considèrent comme étant les gardiennes de la démocratie, alors que la démocratie est censée être l'apanage de l'État et des peuples? Il n'y a pas de démocratie. J'ai un ami français intellectuel, me disait toujours, nous sommes une dictature sans dictateur. La différence peut-être avec quelques dictatures en Orient, nous sommes une dictature sans dictateur. C'est une illusion, la démocratie. C'est vraiment une démocratie. On ne peut pas avoir des mai 68, on ne peut pas avoir des gilets jaunes. Les gilets jaunes en France sont contre le système. Ils ne sont pas contre des élections ou contre un président ou parti. Non, tout le système est fondé par l'oligarchie. Et tout est manipulé par l'oligarchie. L'oligarchie qui a les banques, qui a les médias, qui a les services secrets, la police et les généraux travaillent pour l'oligarchie, et qui a l'armée aussi. L'armée dans les casernes, c'est pas pour protéger la République, mais c'est pour protéger l'oligarchie. On a vu l'exemple de Franco contre le Front populaire en Espagne et la guerre civile en 1936-1939. Le Front populaire a gagné les élections, et le Front populaire menace les intérêts de l'oligarchie, donc l'oligarchie a monopolisé son armée. La même chose en Chili avec Allende, qui a été élu démocratiquement. L'oligarchie a mobilisé Pinochet, ça veut dire son armée. Donc il faut analyser sociologiquement ce concept, l'oligarchie qui détient tout, qui tire les ficelles. Les chefs d'État, ils travaillent pour l'oligarchie. Et après, quand il me dit, regarde la démocratie en France, Sarkozy est en prison, Sarkozy est jugé, et alors, Sarkozy n'est qu'un fonctionnaire en sorte de cette oligarchie. Et c'est pour cette raison, et parce qu'ils ont les médias, et parce qu'ils ont un monopole total, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître, médiatiquement parlant, les mouvements sociaux en Occident qui ne croient pas dans ce système dit démocratie et qui luttent pour une justice sociale, mais sont totalement marginalisés parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux médias, ils ne peuvent pas accéder. Moi, je vous ai dit, même des sites d'Internet sont censurés ou bloqués en France, à titre d'exemple. Donc, si nous comprenons qu'est-ce que c'est l'oligarchie, qu'est-ce qu'elle a fait l'oligarchie à travers son histoire, elle a causé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les colonisations, les génocides, les massacres, etc. Et on peut comprendre ce qui se passe dans le monde. Mais les peuples européens, non, en majorité, sont pacifiques et en majorité, en plus, sont conscients grâce à la révolution d'Internet. Je cite toujours l'exemple quand l'Union européenne a fait un sondage d'opinion et a posé la question suivante aux Européens. Quel est l'État ou l'organisation qui menace la sécurité et la paix dans le monde? Ils pensaient qu'ils vont dire c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord, c'est peut-être Al-Qaïda ou Daesh. Non, ils ont dit Israël, c'est Israël qui menace la paix dans le monde. Ça, c'est la rue européenne. Donc, il y a un décalage. Il y a un fossé entre les médias, les oligarchies et l'homme de la rue qui devient de plus en plus averti et conscient grâce, comme c'est dit, à cette révolution technologique, révolution des réseaux sociaux, des sites Internet, etc. C'est vrai, on censure ici, on bloque là, mais toujours, il y a un espace de liberté. Très bien, Riyad. Samir Riyad vient de nous donner une deuxième perche. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les multinationales, finalement, sont les gardiennes de ce qui peut, comme Riyad vient de nous le signaler, de ce qui prétendument est censé être la démocratie? Alors, plus qu'elles sont détentrices de ces médias, et ce que M. Sidaoui dit est très vrai. J'ai envie de dire que la démocratie n'existe pas en Occident. C'est un leurre, c'est même un fantasme, si j'ose dire. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain, elle est claire. Il y a des gens aujourd'hui, des syndicalistes, qui ont perdu leur position parce qu'ils ont défendu la cause palestinienne. Des élus qui sont mis en examen dans certains pays européens parce qu'ils défendent un cessez-le-feu à Gaza. Il y a aujourd'hui des journalistes qui sont menacés de perdre leur emploi et d'autres qui l'ont perdu, juste parce qu'ils ont
mis la réalité du terrain ou parler des réalités, c'est-à-dire qu'un massacre est en cours, un génocide et un projet d'extermination d'un peuple. Donc finalement, cette démocratie n'existe pas. C'est une manière aussi de manipuler l'opinion publique internationale qui n'est plus naïf aujourd'hui et qui sait qu'en réalité, cette démocratie n'existe pas. Et on parle souvent du Sud global. Ce Sud global, aujourd'hui, le dit franchement, l'Occident a perdu le peu de crédibilité qui lui restait. Et on tient à signaler que les peuples en Occident ont posé leur droit de veto et ont décidé de soutenir le peuple palestinien face à l'entité sioniste. Gamel Abina, je reviens vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des parallèles que nous venons de faire sur l'ensemble des génocides et des aberrations qu'a vécu l'humanité par la force de la domination occidentale, est-ce qu'aujourd'hui, si l'Occident reconnaît formellement et objectivement ces crimes, il remettrait en question son récit historique ? Tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle un roman national. Chaque pays a tendance à le faire et c'est un roman qui les valorise. Mais dans les faits, leurs crimes sont largement documentés. Je vais vous donner quelques noms qui vont vous parler, qui sont à l'origine du nazisme. Je vais très très fort parce que je donne vraiment des choses qui font très très mal par rapport à la réalité occidentale. La France, qui est un laboratoire d'idées, a fait la Révolution française. Mais ensuite, elle a accouché de monstres, de différents retours de l'impérialisme, de l'Empire napoléonien, le premier, le deux, le retour des rois, bref, catastrophique. Et la France a quand même accouché aussi de monstres d'un type qu'on appelait Arthur de Gobineau. Le comte Arthur de Gobineau, c'est un grand commis d'État qui a créé en 7 volumes un livre qu'il a appelé un traité sur l'inégalité des races. Parce qu'on rentre en plein 19e siècle au racisme scientifique. On a laissé le racisme traditionnel de type catholique déshumanisant pour entrer dans un racisme scientifique qui dit qu'il y a des races supérieures, l'européenne qui est la race supérieure absolue, et les races inférieures qui vont grader en fonction des couleurs. Donc on voit qu'il parle des Asiatiques, qu'il parle des Arabes évidemment, qu'il parle des Africains de façon très dégradante. Et ce racisme-là, il va traverser le temps jusqu'au XXe siècle. Il va être recyclé par des hommes comme Alfred Rosenberg, qui va se nourrir de ça pour créer l'idéologie nazie. Parce que l'idéologie nazie n'est pas hitlérienne, elle est d'abord de la part de juristes et d'intellectuels allemands, c'est eux qui la créent. Hitler arrive derrière pour faire du marketing, mais c'est vrai que cette idéologie, empreinte de culture française racialiste, va totalement submerger l'Europe. Et en France, on a continué le racisme anti-juif qui existait, l'antisémitisme. Ça ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs. L'antisémitisme, le terme a été inventé par des journalistes allemands. Antisémitismus. Et bien en France, on va faire cette fameuse affaire, on va faire un mal considérable, l'affaire Dreyfus, qui va nourrir l'inconscient collectif des juifs occidentaux. Je parle de Théodore Herzl, qui assistera à ce procès, qui va dire il nous faut un foyer national juif parce qu'on n'est pas en sécurité en Europe. Et nous allons convaincre les Européens en disant que nous sommes, nous, l'avant-garde de l'Occident, civilisé face aux barbares asiatiques tentant le Moyen-Orient. Eh bien, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui interviennent au début du siècle dernier. Il y a les expositions universelles dans lesquelles on met des os humains, les os, donc vous entendez bien, les animaux humains, qu'ils soient asiatiques, africains ou arabes, qu'on va exposer au vu et au su des populations qui vont venir par millions et qui vont voir ces animaux qui sont civilisés par l'empire tricolore français. Donc là, on va former la population à ce racisme idéologique qui naît du racisme scientifique et qui va chuter à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce que les Hitlériens vont inventer un nouveau racisme qui est un racisme entre blancs, les Slaves d'un côté et les Ariens de l'autre. Donc c'est à ce moment-là que ça va un petit peu casser un petit peu cette idéologie, mais dans tous les cas de figure, elle est très présente jusqu'en 70. On a encore des livres d'histoire qui vous classifient les races en fonction de leurs origines ethniques, hein, de leur couleur. Et bien cela, ça va donner, d'ailleurs c'est Emmanuel Blanchard qui en parle, on peut pas le soupçonner d'être africain ou arabe, hein. Il va dénoncer ce racisme qui est un racisme structurel, j'ose le mot, un racisme d'État, un racisme réfléchi, scientifisé, idéologisé, qui va trouver son apogée en 1945 et qui va donner naissance à la décolonisation parce que 1945 va trop loin. 60 millions de morts, ça a été dit tout à l'heure. Eh bien, l'idée racialiste a fait que ça les a autorisés à voler des peuples, c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure aussi, en Palestine, on a cette idéologie racialisante de peuples supérieurs, de races dominantes, la race des seigneurs, parce que c'est souvent des gens qui viennent d'Europe centrale, qui vont dire nous sommes supérieurs à ces Arabes, à ces animaux, ça a été dit des dizaines de fois par des responsables israéliens avant la guerre, faut le préciser, pas pendant, avant la guerre. Et donc ce racisme-là va consacrer le massacre des Palestiniens en disant c'est des animaux donc on peut les tuer. Et bien tout ça pour dire que, in fine, cette logique racialiste a fait des millions de morts à travers le monde et ne sera jamais reconnue par l'Occident. Et comme vous posez la question, est-ce que si l'Occident reconnaissait son passé, ça casserait effectivement son roman national? Bien évidemment que ça casserait. Parce que ça dirait quoi? Ça dirait que la plus grande barbarie dans l'humanité qui a été produite vient d'Occident. Et il y a un livre qui avait été écrit par un Suédois, j'ai perdu son nom, excusez-moi, qui disait tuer tous ces barbares.
eh bien, ils dénonçaient non pas les barbares que nous étions, mais les barbares qui venaient de l'Occident, qui allaient tuer ce qu'ils appelaient des barbares. Pour dire qu'il y a quand même des penseurs occidentaux maintenant, parce qu'il y a un éveil général, qui disent, il y a un problème avec nous, on est sortis de nos frontières, on n'a pas arrêté de massacrer des millions d'individus, le massacre des Bamileke, par exemple, les 500 millions à Madagascar. Vous avez une multiplication de massacres, 3 millions de Vietnamiens, sur des bases races, les Vietnamiens. Tout ça, pourquoi? Pour garantir que ces fameux oligarques dont on a parlé, ces fameux milliardaires, qui étaient barons ou qui étaient d'ailleurs par la suite industriels, voulaient garder leur domination de la richesse de ces pays, pour continuer à les piller, en continuant ce colonialisme qui est devenu néocolonialisme aujourd'hui, et en continuant à réduire ces populations à l'état d'animaux. Quand on dit que l'Afrique se développe pas, c'est ridicule, ça ne veut rien dire, mais ça rassure ces milliardaires qui disent, nous sommes trop dominants. On va leur donner quelques miettes pour leur montrer qu'on est généreux et en même temps on continuera à les piller. Donc ce racisme idéologisé a commencé par des questions religieuses et ensuite est devenu scientifique et maintenant est devenu domination néo-impérialiste, néocoloniale qu'on consacre en Palestine aujourd'hui, puisque la question palestinienne, c'est clairement, il y a une odeur de gaz, il y a une odeur de pétrole, il y a une odeur de domination régionale, il y a aussi la relation Est-Ouest, la relation Nord-Sud, tout ça s'est concentré dans le point qu'est la Palestine, sous couvert évidemment du religieux et d'une lecture très messianique, très eschatologique de la région. Très bien, Gamel, peut-être que je vais continuer avec vous et peut-être que ma question est naïve. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'Occident reconnaît officiellement ces crimes au-delà du fait du récit national, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut dire que la boucle de cette période noire de l'humanité sera finie et on peut aller vers quelque chose de nouveau et un renouveau des relations humaines? Alors, je dirais que les élites impérialistes, celles qui ont le pouvoir aujourd'hui, donc cette démocratie, moi, j'y crois pas du tout, j'ai jamais cru à la démocratie, parce que c'est une façon de se refiler tous les 4 ans ou tous les 5 ans dans des élections qui sont parfaitement orientées. Le pouvoir de droite, de gauche, c'est toujours le même parti qui l'emporte, comme aux États-Unis, mais c'est une démocratie de haute bourgeoisie, pas de bourgeoisie, de haute bourgeoisie. Celle qui tient le pouvoir. En France, c'est plutôt le secteur industriel, le secteur des affaires, beaucoup moins les anciens qui étaient au pouvoir à l'époque, était tout ce qui était système royaliste, ce qu'on appelait les aristocrates, ont perdu le pouvoir au profit de la bourgeoisie. En Angleterre, c'est un mix des deux, comme en Allemagne d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pays européens sont restés des royaumes, ce qu'on oublie très souvent, comme en Espagne. Mais une chose est certaine, c'est que le jour où les peuples européens, je ne parle pas des élites, parce que les élites ont un confort là-dedans, mais les peuples européens vont se dire, on va peut-être voir notre histoire telle qu'elle se vit vraiment grâce à cet outil qu'est l'Internet. On peut accéder à l'information maintenant, elle est plus cachée. Et bien à ce moment-là, ces peuples font pression sur leurs dirigeants pour que peut-être enfin l'histoire soit écrite telle qu'elle a été vécue, non pas telle qu'on l'a maquillée avec tous les massacres de masse mis de côté, avec les destructions, avec les vols, les viols, les pillages. Enfin, ça ne s'est pas arrêté. Donc ce jour-là, peut-être que l'Occident va encore enfin arriver à l'âge adulte de gens qui reconnaissent leurs crimes, peut-être des réparations par la suite, mais surtout l'idée de se dire, on demande, et c'est là où on voit sur la question algérienne, on en parle beaucoup, la France refuse de façon arrogante de demander pardon, alors qu'elle a obtenu de la part des Allemands qui ont demandé pardon, une réparation et surtout un pardon. Eh bien, si les Français demandent pardon à l'Algérie et aux pays africains qui ont été massacrés, à ce moment-là, enfin, on aura en face de nous des gens honnêtes, des gens adultes, mais ça ne viendra pas les élites, ça viendra des peuples, en aucun cas les élites, parce que les élites, malheureusement, veulent préserver cette image fausse de gens civilisés qui ne tuent pas et qui, soi-disant, seraient là pour distribuer la lumière. Très bien. Riyad, je reviens vers vous et je rebondis directement sur ce que vient de dire Gamal Abina. L'Algérie qui a subi 130 ans de colonialisme et une guerre d'indépendance, l'une des plus violentes qui existait dans l'histoire du continent africain, au même titre d'ailleurs, je pense qu'elle se valent en violence. Il ne faut pas dissocier ainsi les combats des peuples. Mais aujourd'hui, bien souvent pour les élites occidentales, et je fais référence là au président français Emmanuel Macron, qui qualifie ce devoir de mémoire et le pardon de rente. Quel commentaire faites-vous? Macron, il veut le gaz algérien, il veut le marché algérien, mais il ne veut pas reconnaître les crimes des colonisateurs français. D'ailleurs, ils ont des thèses des colonisateurs français qui disaient, nous, on a exporté la civilisation à des bédouins, à des tribus sauvages. On a implanté la civilisation occidentale. Malheureusement, c'est ça. Moi, je dis dommage qu'on n'a pas eu mon ami Jean Ziegler avec nous dans ce débat. J'ai publié un livre avec lui, Jean Ziegler parle aux Arabes, peut-être parce que c'est sa thèse. Pendant vraiment plus que 50 ans, Jean Ziegler ne parlait que de ça. Peut-être vous me permettez de vous montrer quelques ouvrages. Jean Ziegler, La haine de l'Occident. Jean Ziegler, donc, La haine de l'Occident. Jean Ziegler, L'empire de la honte.
Jean Ziegler, L'Empire de la honte. Jean Ziegler, les nouveaux maîtres du monde, et d'autres ouvrages, évidemment. C'est mon ami, on a discuté longtemps sur ces questions. Peut-être la prochaine fois, vous l'invitez afin de discuter ces sujets. Ce sera avec grand plaisir, d'autant plus que j'ai lu L'Empire de la honte, donc ça sera avec un vrai plaisir que j'inviterai M. Ziegler dans ce plateau. Dommage, parce que vraiment, c'est sa spécialité. Elle est toujours combatif. Il m'explique toujours la domination de l'homme blanc. Mais je dis, Jean, toi aussi, tu es blanc. Il rigole, la domination de l'homme blanc sur le monde, et c'est aussi ce mépris. Et moi, je retourne toujours à cette oligarchie, en fait, qui cherche toujours des ennemis. Parce que c'est le capitalisme sauvage, c'est l'impérialisme tout court, et que l'impérialisme ne peut pas vivre en paix. Il cherche toujours un ennemi. C'était l'Union soviétique et la Chine de Mao Tse-tung. Puis, après la chute de l'Union soviétique, c'est devenu tout ce qui est arabe, tout ce qui est musulman, tout ce qui est islam, est devenu la bête noire de ces oligarchies et leurs médias. Aujourd'hui, apparemment, ils s'orientent encore contre la Russie et contre la Chine, en oubliant un petit peu le monde arabe et le monde musulman. Donc, c'est l'oligarchie, c'est l'impérialisme, c'est le capitalisme sauvage qui veut d'abord détenir le pouvoir, et en plus, n'oublions pas que les peuples occidentaux, les peuples européens sont opprimés eux-mêmes, Combien d'écrivains, à titre d'exemple, Roger Garaudy, quand il a publié son ouvrage « Les mythes fondateurs d'État d'Israël », d'un coup, il n'existe plus aucun plateau de télévision française ou une radio, un journal qui l'invite. Il n'existe plus, c'est fini totalement parce que l'oligarchie a décidé ainsi. Donc, il faut avertir toujours nos spectateurs que ce que vous voyez dans la vitrine, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, sont des dictatures, certes sont dictateurs parce que l'oligarchie, c'est la minorité, donc c'est un groupe, c'est pas un individu, l'individu n'incarne pas le pouvoir, mais c'est leur histoire, comme j'ai dit, et ça continue autrement avec d'autres moyens, mais ce sont toujours les mêmes objectifs. Mais je pense que le monde a changé avec le bloc sino-russe, peut-être, on va voir un nouvel ordre mondial. On va voir, puisque la Chine en 2030, selon la Banque mondiale, et l'FMI va devenir la première puissance économique, le produit intérieur brut, le PIB chinois va dépasser le produit intérieur brut américain, et peut-être, comme j'ai dit, le monde se change. En tout cas, l'empire chinois n'était jamais un empire de colonisation ou d'expansion ou d'impérialisme. Ils ont construit la muraille de la Chine juste afin de se protéger. Très bien, merci Riyad Sidaoui. Gamel Abina, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Simplement pour conclure mon propos par rapport à toute cette idéologie racialisante et méprisante, parce qu'il y a beaucoup d'arrogance, je voudrais dire que je félicite le peuple malien qui a réussi à libérer, vous le savez, depuis 2 jours, Kidal. Il n'est pas passé par la France, il n'est pas passé par l'Occident, il a eu un partenaire russe qui lui a donné les moyens de le faire, et ça a démontré qu'effectivement, quand on donne les moyens à un peuple de se libérer, il sait faire le travail. Et j'ai une pensée pour le peuple de Palestine, qui aujourd'hui subit une véritable hoga, comme on dit en Algérie, mais qui finira évidemment par l'emporter, parce que l'Occident, malheureusement pour lui, est en déclin et ne fera que décliner. Très bien, merci Gamel, et merci de m'avoir accompagné. Samy, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Écoutez, je garde cette espérance que ce 7 octobre 2023 est en quelque sorte le 1er novembre 54 du peuple palestinien, et nous sommes de tout cœur avec ce peuple frère, et comme l'Algérie l'a toujours dit, nous sommes avec la Palestine, qu'elle soit l'opprimé ou l'oppresseur. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes positives, comme à l'accoutumée dans Cap sur l'Afrique, le constat est souvent amer, mais une note de positive, on aime finir sur une note de positive. Merci Samy de m'avoir accompagné. Merci Gamel Abina de m'avoir accompagné. Merci Riyad Sidaoui de m'avoir accompagné. Mesdames, Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous, chers téléspectateurs, une excellente suite des programmes sur Al 24 News, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine.